Donc bonjour et bienvenue pour cet épisode d'aujourd'hui sur le retour à l'école, la reprise des cours après les vacances. Vu à travers les lunettes de la neurodivergence, des challenges que ça peut faire remonter et des astuces concrètes de comment est-ce qu'on peut gérer ça et accompagner principalement les enfants et les adolescents, c'est eux qui vont à l'école, mais soi-même aussi, si on fait par exemple une formation continue ou qu'on reprend des études à l'âge adulte, ça peut vous concerner aussi. Alors, cette thématique, dans cette thématique, en fait, je voulais aller plus en profondeur par rapport à une vidéo précédente que j'avais faite qui s'appelle La difficulté de transition. D'ailleurs, si ça vous intéresse ou si vous avez envie d'aller la regarder, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, où je parlais de la difficulté de transition comme un challenge de manière globale qui peut être vécu par beaucoup de personnes, surtout neurodivergentes, à travers toutes les situations possibles et imaginables, que ce soit une entre guillemets petite transition, comme le fait de jouer et après passer à table ou passer d'une tâche à l'autre, mais aussi des, entre guillemets, plus grandes transitions, comme par exemple la reprise des cours, commencer dans un nouveau lycée, une nouvelle école, avoir des nouveaux profs, déménager, souvent on profite des grandes vacances pour faire des grands déménagements, où il y a après, du coup, beaucoup de nouvelles choses, nouvelles situations, nouveaux espaces, nouvel environnement. Donc, la reprise des cours. Ça peut être un peu stressant, ça peut être un peu anxiogène. Peut-être que vous vous souvenez vous-même quand vous étiez encore en classe, tout ce que ça faisait remonter pour vous une semaine, 2 semaines, quelques jours avant la reprise des cours. Pourquoi est-ce que ça peut être un challenge particulier pour une personne neurodivergente? Donc, juste brièvement, le cerveau, la neurologie neurodivergente, elle traite à la minute beaucoup plus de stimulus sensoriels et émotionnels qu'un cerveau neurotypique. C'est pour ça qu'on parle souvent de sensibilité. On parle de caractéristiques d'hypersensibilité, d'hyperempathie, d'hyperémotivité. Donc c'est vraiment comme, en d'autres termes, vivre la vie à 1000 à l'heure plutôt que juste à 50 à l'heure. Donc, il y a toutes ces choses. Et pour beaucoup, en fait, ils utilisent comme stratégie et mécanismes de gestion les patterns, les répétitions, les routines. C'est-à-dire que dans un monde où on perçoit tellement de choses, où on a tellement d'informations à chaque instant, le fait d'avoir des choses qui sont prévisibles, prédictibles et contrôlables, ça crée un environnement, même si c'est juste mental en fait, qui est sécurisant. Et le fait de changer de ville, de changer de maison, de changer d'école, de passer des vacances où on était avec certaines personnes, dans certains lieux, à avoir certaines routines, à reprendre les cours où on sera dans un autre lieu avec d'autres personnes et d'autres routines, même si on les connaît de avant les vacances, et bien ça peut créer en fait quelques désagréments. Okay. On peut passer par une phase initiale où c'est pas très confortable de devoir changer de routine, changer d'environnement, changer de personne. La majorité des personnes neurodivergentes, elles n'ont pas seulement cette sensibilité au niveau des sens physiques, mais aussi au niveau émotionnel, énergétique. Okay. On capte les vibes des personnes. À ce moment-là, je parle souvent dans mes formations de la contagion émotionnelle, qui, qui est parfois très envahissante pour les personnes neurodivergentes. Justement dû au fait que on perçoit les choses encore plus fort, c'est comme si ça criait plus fort dans notre tête qu'une personne neurotypique. Donc prenez par exemple maintenant votre enfant qui va retourner à l'école. Donc mis à part
que les premiers jours, ils peuvent être doublement stressants parce que votre enfant, eh ben, il a ses propres émotions, mais qu'il perçoit en plus de ça, eh ben, tous les autres élèves qui sont peut-être contents ou pas très contents d'être là, qui sont peut-être aussi un petit peu anxieux parce qu'ils ont changé de prof, parce qu'ils ont changé de classe, parce qu'ils savent pas quoi s'attendre, parce qu'ils ont peut-être aussi déménagé ou que leur meilleur ami, elle, n'est plus dans la même classe qu'eux. Vous avez plein de stimulus qui reviennent. Et avant ça aussi, le fait d'avoir par exemple un nouvel endroit, un nouvel environnement, c'est pas prévisible, c'est pas contrôlable. Donc ça crée du stress en plus. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner notre enfant, notre adolescent ou même soi-même lorsqu'il y a de tels changements comme justement la reprise des cours? Alors, on va aller travailler d'une part sur les sens en soi. On va aller créer en fait justement cette prédictibilité et cette sensation de contrôle sur son environnement, même si c'est entre guillemets fake. D'une certaine manière, c'est le fait de savoir ou d'avoir l'impression qu'on le contrôle en se créant justement cette sensation de contrôle. Ça aide à gérer tout ça, ça aide à créer un environnement qui pour nous, qu'on perçoit comme plus sécurisant. À quoi ça peut ressembler concrètement? Si vous avez par exemple déménagé, que vous êtes dans une nouvelle ville, un nouveau quartier, que c'est un nouveau chemin pour aller à l'école, une nouvelle école, je vous encourage grandement à prendre du temps, une semaine avant, 2 semaines avant, faites le chemin même plusieurs fois, allez voir le lieu. D'accord? Tous les enfants, qu'ils soient neurotypiques ou neurodivergents, jusqu'à un certain point, ils apprennent plus par plusieurs sens que juste si vous leur expliquez verbalement. Donc plutôt que de juste leur expliquer, voilà, tout va bien se passer, tu vas aller dans une nouvelle école, les gens ils s'appellent comme ci, les gens ils s'appellent comme ça, tu vas prendre le bus, tant, c'est beaucoup d'informations. Et si c'est juste verbal, ça peut créer encore plus de confusion. Donc pour pallier à ça, allez-y. Faites le chemin physiquement. Accompagnez votre enfant physiquement. Montrez-lui physiquement où est l'arrêt de bus, ou si vous allez en voiture, prenez la voiture. Comme si vous étiez à un théâtre, en fait, que vous étiez en train de répéter une pièce. Et là, vous faites la répétition générale. Donc faites plusieurs répétitions générales. Afin que le jour de la rentrée, votre enfant, il est déjà confiant. Il est déjà en fait dans cette énergie, dans cet environnement mental et physique que c'est pas quelque chose qu'il fait pour la première fois. C'est quelque chose qu'il connaît déjà. C'est connu, c'est contrôlable, c'est prédictible. Une autre chose qui est parfois possible aussi quand vous savez longtemps à l'avance, entre guillemets, que votre enfant va changer de classe, beaucoup d'écoles proposent par exemple des journées portes ouvertes. Parfois, c'est possible aussi d'aller visiter la classe que votre enfant va intégrer avant les vacances, de faire une journée bonjour en fait, une journée de bienvenue. C'est possible, et même si on ne vous l'a pas proposé, prenez les devants, écrivez à l'école, expliquez-leur entre guillemets la situation, voilà, dites-leur ce qui est nécessaire et pertinent pour que ça vous aide, que votre enfant il sera intéressé ou que vous-même vous êtes intéressé à rencontrer la direction, à rencontrer les profs, à aller visiter l'école, visiter la salle de classe. Donc, créez-vous vous-même aussi vos ressources pour vous et pour votre enfant. Ensuite, une autre astuce, ça peut être aussi de commencer pour faire la transition
de la routine, on est en vacances, on se couche à telle heure, on se lève à telle heure, on fait telles activités. Pour faire la transition vers maintenant, on a repris les cours, on se lève à telle heure, on mange à telle heure, on se couche à telle heure. Vous pouvez commencer par exemple, et ça dépendra de votre enfant. Ça peut être 5 jours avant, ça peut être une semaine. Prenez le temps qu'il faut pour commencer à mettre en place cette nouvelle routine petit à petit. Ça peut être par le fait de commencer à se coucher aux heures où on irait se coucher quand on va à l'école et se lever plus proche des heures où on va à l'école. Ça peut être par exemple aussi de reprendre le déjeuner vers midi plutôt qu'à 11h30 ou à 13h ou que sais-je. Créer aussi comment ça s'appelle? Un calendrier avec par exemple juste les 7 jours. Ça sert à rien non plus d'avoir trop d'informations. Il n'y a pas besoin de commencer un mois avant. Mais un laps de temps qui est congruent et adéquat avec ce que votre enfant requiert pour se sentir bien, se sentir posé, détendu. Donc ça peut être 2 semaines, ça peut être 5 jours, peu importe. Créez-vous un calendrier, un peu comme le calendrier de l'Avent, ok? Quelque chose qui soit visuel, que votre enfant il peut voir, que votre enfant il est impliqué aussi dans le processus de... Voilà, c'est un compte à rebours, voici le mot que je cherchais. Une sorte de compte à rebours des jours, ok? Sans que ce soit stressant, plutôt quelque chose où, voilà, que votre enfant, surtout parfois dans la neurodivergence de manière générale, on a une appréciation du temps qui est fondamentalement différente de l'appréciation du temps pour un cerveau neurotypique. Donc, en prenant compte de ça, créez un compte à rebours qui fonctionne pour vous. Pour la majorité des enfants, ça va être par exemple bénéfique d'avoir quelque chose qui est physique, qu'ils peuvent toucher, qui est par exemple avec des codes couleurs, et quelque chose qui est adaptable. C'est-à-dire que par exemple, tous les jours, vous allez déchirer ou mettre un X sur le jour qui est passé. Ou bien vous allez mettre une activité dessus. Enfin, quelque chose qui implique votre enfant et que votre enfant visuellement, il ait en fait de la clarté sur combien de jours il reste jusqu'à la rentrée. D'accord ? Ça permet de fluidifier dans la transition parce que du coup, le cerveau, en fait, il enregistre que voilà, le temps passe, la rentrée arrive progressivement et c'est une transition plus douce et plus fluide que si on en parle seulement et que votre enfant, en fait, il n'a pas vraiment une représentation de genre c'est quoi 2 semaines, on commence dans 3 jours. Et que du coup, en fait, la transition pour leur cerveau, elle a l'air d'arriver du jour au lendemain. Ça peut éviter aussi des frustrations et des cris et des grincements de dents. Et le fameux mais je t'avais pourtant dit, je te l'ai expliqué. Partez du principe que pour que votre explication en fait elle fasse du sens au cerveau de votre enfant, et peut-être que ça vous concerne aussi vous-même, à quel point est-ce que c'est plus facile pour vous d'intégrer, de comprendre des instructions quand elles sont écrites ou visuelles alors que si on vous les explique juste verbalement. Donc, c'est pas une critique, c'est vraiment juste pour avoir plus de clarté, une meilleure compréhension de en quoi la neurodivergence, c'est pas juste un trouble du style oh, j'arrive pas bien à me concentrer, j'ai toujours besoin de sauter dans tous les sens. C'est vraiment quelque chose, en fait, c'est une manière fondamentalement différente de fonctionner, de percevoir le monde, de l'analyser, de le comprendre, que la manière neurotypique, enfin la manière, qu'une personne avec une neurologie neurotypique. Donc, ça c'était les 2 premières astuces. La troisième astuce, c'est plutôt en fait de manière générale prophylactique. Ça ne concerne pas juste la transition de passer des vacances à l'école. C'est dans sa globalité, en fait, ça concerne un peu la gestion des émotions
et le fait de réguler son système nerveux. D'accord? Donc, votre enfant, il est neurodivergent. Ok. Donc, peu importe ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place, les stratégies que vous allez utiliser, il restera neurodivergent. Ce que je vous donne, c'est des astuces pour avoir plus de facilité, pour pouvoir faire les choses de manière adéquates et qui correspondent à la neurodivergence. En fait, on met en place des ressources, on met en place un cadre, un rythme de vie qui soutient la neurodivergence, qui permet d'avoir une base à partir de laquelle en fait on peut grandir et s'épanouir. Et pas une base à partir de laquelle on est extrêmement stressé, qu'on est juste dans la survie. Mais aucune astuce, aucune thérapie, aucun médicament ne va défaire la neurodivergence. D'accord? Donc c'est vraiment des astuces pour vous accompagner. Et parmi les outils qui pour moi sont fondamentaux pour toute personne, et tout particulièrement une personne neurodivergente qui vit ses émotions encore plus fort, qui perçoit les choses des autres, qui a de l'empathie vraiment encore plus exacerbée et encore plus grande, c'est d'avoir des outils qui fonctionnent pragmatiques, mais aussi efficaces pour gérer justement des situations où eh ben, on est en surcharge sensorielle, on est en surcharge émotionnelle, tout d'un coup il y a un trop-plein, on a besoin d'évacuer. Ou évacuer petit à petit pour prévenir les trop-pleins. Donc, parmi les nombreux outils, un que j'ai vraiment à cœur et que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est de prendre conscience que la contagion émotionnelle, ça existe, et que c'est possible de justement se défaire des émotions des autres. Donc la contagion émotionnelle, ici, ça serait quoi? Eh bien, ça serait par exemple que vous faites du souci de comment ça va se passer, la reprise des cours, du coup ça crée un petit peu de stress et d'anxiété chez vous. Votre enfant, il capte votre stress et votre anxiété et il devient anxieux lui-même. Le fait de voir votre enfant anxieux et stressé, ça vous stresse encore plus et ça fait une sorte de spirale où tout le monde est de plus en plus stressé. Ça peut aussi être que votre enfant, eh ben justement, il capte un peu la nervosité ou l'appréhension de reprendre l'école des autres personnes autour de lui. D'accord? La contagion émotionnelle, c'est pas nécessaire d'être directement à côté de la personne physiquement pour capter en fait et être contaminé par ses émotions. Donc, la première chose, c'est d'identifier justement où là je ressens un peu de stress, où je suis un peu anxieux, où il y a quelque chose qui me gêne. Pour un enfant, peut-être qu'il va vous décrire aussi des sensations physiques. J'ai mal à la tête, j'ai un peu mal au ventre, je me sens pas très heureux quand je pense à l'école, j'ai pas envie d'y aller, ça me met les larmes aux yeux, j'ai un peu mal à la gorge. Donc, la première étape, c'est de justement reconnaître que il y a quelque chose ici. La deuxième, c'est de reconnaître que c'est très probablement une contagion. On peut reconnaître ça simplement en se posant des questions. Est-ce que c'est à moi cette émotion? Est-ce que c'est possible que je perçois ça dans l'espace de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est possible que je perçois ça que c'est à ma sœur ou au voisin? Ou est-ce que c'est probable que, voilà, c'est bientôt la rentrée, qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont reprendre les cours et que parmi ces enfants, il y a probablement aussi beaucoup d'enfants eh ben, qui ont un petit peu d'anxiété, qui sont un petit peu stressés, qui sont un petit peu en appréhension. Après, donc, vous allez prendre cette émotion, vous allez accompagner votre enfant à réaliser que, voilà, je perçois ça et c'est pas forcément à moi. Et même s'il y a une petite partie qui est à moi, tout ce qui n'est pas à moi, en fait, je peux m'en défaire, je peux le lâcher. Et ici, vous pouvez utiliser, peut-être que vous avez déjà dans votre boîte à outils, différentes techniques. Il y a des méditations qui existent pour les enfants. Vous pouvez faire de la gestion d'émotions avec de l'EFT, par exemple, du tapping. On va tapoter plusieurs points de méridien pour justement aller défaire la charge émotionnelle qui est dans le corps associée à cette émotion.
Vous pouvez défaire l'émotion, par exemple, juste entre guillemets, voilà, c'est imagé. Vous tenez l'émotion dans vos mains, vous êtes juste présent avec l'émotion et vous faites des mouvements corporels. Par exemple, vous allez faire du sport ou vous allez mettre la chanson préférée de votre enfant, vous allez danser dessus. Vous allez permettre au corps, en fait, de se réguler. Ça peut aussi simplement être de se permettre de pleurer. Le corps, il fait aussi beaucoup de gestion des émotions à travers les larmes. Ça peut être aussi des techniques de pleine conscience. On va aller se reconnecter à son corps, on va être, entre guillemets, juste présent un peu dans le silence, on peut fermer les yeux, on peut regarder l'émotion, il peut vous raconter, votre enfant peut vous raconter à quoi ça ressemble dans sa tête, cette émotion. Et on va pas essayer de la changer ou quoi que ce soit, on va juste lui permettre d'être là et on va lui permettre aussi de partir. Beaucoup de fois, on reste coincé dans une émotion parce que justement on est en réaction, parce qu'on n'aimerait pas être en colère, on n'aimerait pas être frustré. On est frustré d'être frustré, on est frustré d'être triste. Donc en fait, on va y aller un peu avec une attitude de genre, c'est quelque chose de mal, il faut que je m'en débarrasse. Et plus on essaie de s'en débarrasser, et plus ça semble nous coller, en fait. Donc, c'est de ça dont on parle, en fait, quand on parle dans les différentes techniques et approches de, voilà, qu'est-ce que c'est la pleine conscience, d'être présent, d'accepter ses émotions. Au final, c'est rien d'autre que baisser les armes, littéralement. Juste lui permettre d'être là. S'il y a des larmes qui sortent, ben voilà, il y a des larmes qui sortent, c'est pas grave. Et permettre à ces larmes de sortir, ça aide à réguler. Et on peut aussi le faire justement à travers des mouvements corporels, à travers... Vous pouvez essayer aussi des techniques de respiration. Ça peut être aussi simple que, voilà, je suis un peu stressée, on ferme les yeux et on respire consciemment à travers ce stress. Voilà. On se focalise sur sa respiration. Ça n'a pas besoin d'être une respiration particulière. Ça peut juste être inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et le fait de porter son attention sur quelque chose d'autre, en fait, ça permet aussi au corps, en fait, on va aller distraire le mental pour permettre au corps de faire ce qu'il fait de mieux, qui est de rester, de se remettre dans un état d'homéostasie. C'est aussi avec les émotions. Voilà. J'espère que tout ça vous aura aidé, vous aura donné un aperçu, une meilleure compréhension, une meilleure vue, appréciation de la thématique et aussi que vous avez pu, que vous pourrez mettre en place directement, utiliser ces outils que j'ai essayé d'être le plus concret possible pour que ça reste pas juste théorique et genre, ah oui, ça sonne bien, mais à quoi ça ressemble dans la réalité. Si vous avez des questions en visionnant cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Et ça me fera très plaisir d'y répondre dans la mesure de mes capacités et de mes connaissances. Je vous retrouve très volontiers pour pour un prochain webinaire offert. Mais aussi n'hésitez pas à consulter mon site internet pour découvrir mes prochaines formations en ligne et en présentiel, pour la majeure partie sans prérequis. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous.